8 souris furent introduites dans un monde idéal. 4 mâles, 4 femelles. Elles disposaient de nourriture et d'eau en quantité illimitée. Aucune maladie, aucun prédateur. Pas la moindre menace, d'aucune sorte. 5 ans plus tard, elles étaient toutes mortes, jusqu'à la dernière. Et pas une seule n'avait succombé à quelque chose qu'un vétérinaire aurait pu diagnostiquer. Voici l'univers 25, l'expérience la plus troublante jamais conduite sur une société. En 1968, un scientifique américain du nom de John Calhoun construisit ce qu'il décrivit comme un paradis pour souris. Du matériel de nidification moelleux disposé dans chaque recoin, une température maintenue avec une précision parfaite. La cage était nettoyée à la main selon un calendrier strict. Les sujets étaient les spécimens les plus sains, issus de la colonie d'élevage des Instituts nationaux de la santé. Calhoun était éthologue. Il avait consacré l'intégralité de sa carrière à une seule et même question, qui le hantait. Que devient une société quand plus rien n'est difficile ? Cela faisait 2 décennies qu'il poursuivait cette réponse lorsqu'il conçut cette expérience. Il avait déjà réalisé des versions antérieures dans une forêt d'1/4 d'hectare dans le Maryland, dans des enclos de granges et dans des salles de laboratoire, 24 en tout, l'une après l'autre. Chacune représentait un paradis légèrement différent pour des rats ou des souris, sans pénurie, sans prédateurs et sans issue possible. Dans chacune d'entre elles, sans exception, il avait observé le même schéma. La population explosait, la violence s'enflammait, les comportements reproducteurs se déréglaient en quelque chose de tordu et d'hyperactif, puis s'effondraient dans l'apathie et la colonie finissait par mourir. Il avait documenté ce phénomène 24 fois. La 25e devait être la plus aboutie, l'expérience rigoureuse, la réponse définitive à laquelle personne ne pourrait rien objecter. Il l'a mis en place dans un laboratoire de recherche fédéral du Maryland. Une enceinte carrée de 9 pieds de côté, avec des appartements empilés le long de chaque paroi, accessibles par des tunnels grillagés courant du sol au plafond. Calhoun les appelait des appartements en immeubles. Chacun était alimenté par des distributeurs qui ne se vidaient jamais et des bouteilles d'eau qui ne se tarissaient jamais. Il avait calculé que l'espace pouvait confortablement accueillir environ 3800 souris. Ce chiffre ne serait jamais approché. Le premier jour, il déposa ses 8 souris fondatrices à l'intérieur et referma le couvercle. Pendant les 104 premiers jours, il ne se passa presque rien. Les souris explorèrent, apprirent la géographie des lieux et déterminèrent qui dormirait où. Puis, les premières portées naquirent et la population commença à doubler. Toutes les 55 jours, le nombre d'animaux était 2 fois plus élevé qu'avant. Au 315e jour, plus de 600 individus vivaient à l'intérieur. Ils se grimpaient dessus dans les rampes, dormaient en tas et se bousculaient pour trouver de la place dans les nids en haut des appartements. C'est à ce moment précis que tout commença à se détraquer. Dans une colonie de souris normale, quand la population dépasse la capacité d'absorption du territoire, les individus excédentaires s'en vont. Ils émigrent. Ils trouvent de nouvelles terres ailleurs. Dans l'univers 25, il n'existait nulle part ailleurs. Les jeunes mâles, sans espace à occuper ni rôle à remplir, se mirent à dériver vers le centre de l'enclos. Ils formaient des amas de corps sans énergie. Calhoun passait des heures debout au-dessus du parc à les observer ne rien faire. Ils n'avaient aucun combat à remporter, aucune femelle à séduire, rien à défendre. Ils étaient en bonne santé, bien nourris et n'avaient absolument rien à faire. Quand l'un d'eux était attaqué par un autre, il ne se défendait pas. Il restait là à encaisser les coups, puis se relevait, faisait quelques pas et se recouchait. Mais tous les mâles ne sombèrent pas dans ce silence. Un second groupe se forma en même temps. À l'opposé du spectre, ceux-là étaient frénétiques et sans discernement. Ils se déplaçaient dans l'enclos plus vite que n'importe quelle autre souris. Ils s'imposaient dans des nids que d'autres mâles s'efforçaient de défendre. Ils ignoraient les rituels de séduction que toutes les autres souris respectaient encore. Ils refusaient de se laisser arrêter même face à la violence des mâles dominants. Et dans les zones les plus dégradées de la colonie, des comportements sans précédent dans aucune société murine fonctionnelle commencèrent à apparaître. Les femelles répondirent à leur tour par un repli sur elles-mêmes. Celles qui ne parvenaient plus à trouver leur place dans l'ordre social grimpèrent jusqu'aux appartements les plus hauts et s'y installèrent seules. Elles cessèrent d'interagir avec les mâles. Elles cessèrent de se reproduire. Calhoun remarqua également ce qu'il appela le gouffre comportemental.
Même lorsque la nourriture était disponible en quantité égale partout dans l'enclos, les souris se mirent à se presser de manière compulsive autour de quelques distributeurs bien précis. Elles étaient incapables de manger seules. La présence d'autres souris s'était à ce point enracinée dans leur instinct alimentaire qu'un distributeur isolé, aussi bien approvisionné soit-il, ne leur était d'aucune utilité. La concentration s'aggravait de plus en plus autour d'une poignée de points d'alimentation, tandis que le reste de l'enclos demeurait quasi désert. Puis, les mères qui tentaient encore d'élever leurs petits commencèrent à échouer d'une façon bien plus sombre. Défendre un nid dans cet environnement exigeait une vigilance de tous les instants. Les mâles qui avaient initialement conquis un territoire s'épuisèrent à le surveiller et cessèrent de protéger leur famille. Les mères devaient donc défendre le nid elles-mêmes tout en allaitant. Elles se retournèrent contre leurs propres petits. Elles les abandonnaient et les éparpillaient aux quatre coins de l'enclos. Certaines ne savaient plus lesquels leur appartenaient. D'autres cessèrent de les reconnaître comme les leurs. Et dans les phases les plus sombres, des mères commencèrent à dévorer leur propre progéniture. Dans certaines zones de la colonie, moins d'un nouveau-né sur 20 survivait jusqu'au sevrage. Calhoun écrira plus tard qu'à ce stade, le tissu social de la colonie était en réalité mort. Les corps, eux, respiraient encore. La structure qui les liait en tant qu'espèce, non. Les petits qui survécurent furent élevés par des mères qui se souciaient à peine qu'ils vivent ou meurent. Ils n'avaient aucun modèle de ce à quoi ressemblait une vie normale dans cet endroit. Et une fois adultes, ils se comportèrent d'une façon que Calhoun n'avait jamais observée. Les mâles de cette génération ne se battaient jamais. Ils ne cherchaient jamais à s'accoupler. Ils ne participaient à aucune activité sociale, quelle qu'elle soit. Ils mangeaient, dormaient et se toilettaient avec une minutie obsessionnelle. Leur pelage était parfait, car ils n'avaient jamais eu à affronter le moindre conflit. Ils évoluaient dans la colonie comme si aucune autre souris n'y existait. Calhoun les appela les beaux. Extérieurement, ils ressemblaient aux souris les plus saines de toute la colonie. Ils étaient aussi, fonctionnellement, déjà morts. Ils ne tentèrent jamais de se reproduire. Ils étaient incapables de tout lien social. Leur système nerveux s'était développé dans un monde où chaque rôle social était déjà occupé par un autre, et ils avaient tout simplement renoncé à appartenir à l'espèce. Au 560e jour, la population atteignit son sommet avec 2200 souris. Elle ne dépasserait jamais ce seuil. La dernière fécondation réussie dans l'univers 25 eut lieu au 920e jour. Après cela, plus aucune souris ne naquit. La colonie continua de vieillir. Les beaux continuaient de se lisser le poil. Les femelles recluses restaient dans leurs appartements en hauteur. La violence persistait par endroits, sans plus aucune raison d'être. Et l'une après l'autre, les souris moururent de vieillesse, sans aucune nouvelle génération pour prendre la relève. Le 23 mai 1973, la dernière souris de l'univers 25 mourut. 4 ans et 10 mois après que Calhoun eut refermé le couvercle, il écrivit que les souris avaient connu 2 morts. La première était la mort de l'âme. La seconde était la mort du corps. Et la première avait précédé la seconde de plusieurs années. Quand son article parut, le monde s'empara de la lecture la plus évidente. Le confort tue. L'abondance tue. Une vie sans épreuve est une vie qui se détruit d'elle-même. L'image des beaux, au physique impeccable et silencieusement disparu, devint l'une des métaphores les plus citées de la fin du XXe siècle. Les urbanistes s'en emparèrent. Les responsables religieux aussi. Les hommes politiques de tous bords et de toutes tendances. Quiconque voulait mettre en garde contre le déclin de la vie moderne trouvait dans ces souris quelque chose dont il pouvait se servir. Mais cette lecture n'était pas celle de Calhoun. Sa véritable conclusion était là, dans le texte, formulé en ses propres termes. Pour un animal aussi complexe que l'être humain, écrivait-il, un effondrement similaire n'était pas seulement possible. Il était logique. Si le nombre d'individus capables de tenir des rôles porteurs de sens dépasse largement le nombre de ces rôles disponibles, seule la violence et le chaos peuvent en découler. Ce qui avait tué, ce n'était pas le confort. C'était la disparition des rôles porteurs de sens. Lorsque la population s'était multipliée plus vite que l'offre de rôles significatifs que la colonie pouvait proposer, les souris sans place avaient cessé de fonctionner. Les combattants n'avaient plus personne à combattre. Les mères défendèrent des nids que personne ne les aidait à tenir. Les jeunes grandissaient sans rien qu'on attendît d'eux à hériter.
La structure qui donnait à chaque individu une raison de prendre part à la vie de l'espèce s'était évaporée. La nourriture ne manqua jamais. L'eau ne manqua jamais. Ce qui vint à manquer, c'est quelque chose que personne n'avait songé à intégrer au paradis dès le départ. Le confort ne les tua pas. Il se contenta de supprimer la résistance qui donnait au fait d'être en vie quelque chose à ressentir. Et voici la partie que presque personne ne cite jamais. Kaloun lui-même n'était pas un pessimiste. Il consacra le reste de sa carrière non pas à prédire l'effondrement, mais à tenter de le prévenir. Il continua de construire de nouveaux univers. Il continua de modifier les variables. Il cherchait le seul élément qu'il pourrait réintroduire dans un paradis pour lui permettre de continuer à fonctionner. Il croyait que c'était possible. Il croyait que les humains pouvaient faire des choix différents de ceux des souris. Il écrivit que, à mesure que l'espace physique se contracte, la seule voie possible est de s'étendre dans l'espace conceptuel, dans les idées, dans les réseaux, dans le travail consistant à créer des rôles qui n'avaient jamais existé auparavant. Il appelait cela la générativité idéationnelle, une expression savante pour une idée simple. La sortie consiste à continuer d'inventer de nouvelles raisons d'être là. Mais l'expérience demeure, tout entière dans ses données. Un paradis conçu à la perfection, 8 souris, 5 ans, une extinction totale et une cause de mort qu'aucun rapport de toxicologie ne serait jamais en mesure de nommer. Les souris, elles, n'avaient pas le choix. Nous, si. La suite nous appartient.